Bonjour mesdames et messieurs, nous avons réuni à Lausanne un plateau pour parler de la situation politique du Congo. Pendant toute la semaine, nous avons reçu certaines personnalités, notamment de la Suisse, et le pasteur Kibongi qui est venu de Kinshasa, qui nous ont donné des points de vue intéressants, surtout sur le plan historique, qui nous a permis de comprendre pourquoi le pays en est arrivé là, et des perspectives d'avenir. Et un des points qui nous a le plus intéressé, c'était à propos de l'AFDEL. Parce que nous avons M. Bafoua Moubengai, qui est juste à côté de moi, et qui est en quelque sorte un des membres de l'AFDEL et qui a été au commencement. Je n'oserais pas employer le mot fondateur. Il y a M. Augustin Munkamba, qui a travaillé dans l'AFDEL, et qui a un parcours politique et qui vit aussi en Suisse. Nous avons le bishop Mathieu Gagnant Tchombo Wayowa Kazadi. Lui, c'est une personnalité bien connue sur la place de Lausanne et en Suisse, et qui a un œil assez affûté par rapport à la situation politique du Congo, parce qu'avant d'être pasteur, il est aussi ingénieur de formation. Donc quelqu'un de très cartésien. Théologien aussi. Théologien aussi. Nous avons M. Jules Kibonge, qui est à la fois chanteur chrétien, pasteur bien connu sur la place de Kinshasa, de très bonnes études universitaires à Strasbourg. C'est quelqu'un qui a des capacités d'analyse respectables. Et nous allons faire un clin d'œil sur le passé pour bien comprendre pourquoi on en est arrivé là et qu'est-ce qu'il faut faire pour nous en sortir. Alors, monsieur Bafoua Moubengai, vous êtes historien, universitaire, vous vivez à Genève. Vous avez été, comme vous nous l'avez expliqué, les émissions sont sur YouTube, en quelque sorte à l'origine de l'AFDL. Et aujourd'hui, si on a des problèmes, c'est parce que l'AFDL a signé certains accords. Et lorsqu'on vous a écouté la semaine dernière, c'est comme si vous n'aviez pas de remords par rapport à ce qui s'est passé. Il y a toujours une espèce d'interdit. Nous ne connaissons pas exactement qu'est-ce que l'AFDEL a signé pour que le Congo continue de payer ses tribus, qui a fait qu'on a un nombre de morts équivalent à la population de la Suisse. Vous semblez ne pas avoir de remords. Expliquez-nous quels sont ces accords-là pour que l'on sache une fois pour toutes et que l'on soit éclairé. Je n'ai pas été à l'origine de l'AFDEL, puisque l'AFDEL a été une création de Rwandais et des Ougandais, et puis probablement vraiment de M. Kagame avec M. Museveni comme partenaire. Mais j'ai fait partie de ceux qui ont soutenu l'AFDEL dès le début, comme je vous ai expliqué, et j'ai fait partie de ceux qui ont créé effectivement la première cellule de l'AFDEL, la première structure de l'AFDEL à l'étranger. Donc celle-ci a existé ici en Suisse. Maintenant, est-ce que j'ai des remords par rapport au parcours de l'AFDEL? Bien sûr, nous parlons du Congo et nous parlons de la population congolaise et nous parlons de l'avenir du Congo qui est par terre. Et entre autres, l'AFDEL y a contribué. Mais l'AFDEL y a contribué non pas en tant que l'AFDEL, mais les acteurs. Il y a eu des erreurs. L'AFDEL a été une organisation pour se débarrasser de Mobutu, quels que soient les intérêts des étrangers qui ont créé l'AFDEL. Il revenait aux Congolais de prendre leurs responsabilités dans ce qui était la structure ou la conjoncture pour faire en sorte que l'AFDEL ne demeure pas éternellement au Congo, pour faire en sorte que les acteurs qui ont participé à la libération du Congo ne deviennent pas des acteurs politiques principaux sur la scène politique congolaise. Et ça, ce sont des questions de stratégie. On connaît dans l'histoire que les autres nations, les autres peuples sont appuyés sur des partenaires extérieurs pour se libérer ou pour changer des choses. Mais les étrangers ne peuvent être au Congo que ce que nous acceptons qu'ils deviennent. Et pour cela, la volonté ne suffit pas. Il faut une organisation, il faut une collaboration, il faut des stratégies. Et ça nous a manqué. Et pendant que l'AFDEL fonctionnait, parce qu'à l'extrême droite ou à gauche de votre écran, nous avons M. Augustin Munkamba,
lui qui a été dans l'impair, dans beaucoup de structures, il a abouti aussi à l'AFDEL. Et il a dit qu'il y avait une structure au sein de la présidence, parce qu'il était collaborateur de Laurent Désiré Kabila, qui s'appelait GAS, et qui voulait changer les choses de l'intérieur. Alors vous qui étiez à l'intérieur, quelle perception aviez-vous par rapport à eux qui étaient à l'extérieur? Parce qu'ils semblent vous reprocher des choses, vous qui étiez à l'intérieur. Mais justement, il faut le dire. On n'a pas travaillé dans l'AFDEL, mais on a combattu l'AFDEL de l'intérieur. Parce que GAS, en fait, c'était une structure, comme M. Bafo vous l'a dit, l'AFDEL, c'est quelque chose qui a été préparé par d'autres personnes. Et si vous voulez, Laurent Désiré Kabila n'a été que coopté. Et à un certain moment donné, il s'est retrouvé isolé. Donc il fallait recréer une nouvelle ceinture autour de lui, composée des autochtones, des vrais Congolais, pour qu'on les soutienne, parce qu'il faut dire que monsieur avait une vision. Et c'était ça, GAS. C'était vraiment les Congolais qui étaient là à l'intérieur, et on a compris que les pouvoirs, les pays étaient infiltrés. Et parmi les actions de GAS, il y a la guerre de Kinshasa que nous avons menée, la bataille de Kinshasa. Quand on a su que non seulement ils étaient ce qu'ils ont été, et non seulement ils avaient la même mise, non seulement ils commettaient ce qu'ils ne devaient pas commettre dans les pays, tuer les gens, violer nos mamans, détourner nos biens, c'est là où cet élan est venu des GAS pour conscientiser les compatriotes, dire que attention, nous sommes infiltrés. Et c'est là où ils se sont manifestés aussi ouvertement. Ils ont fait la première tentative, ou la deux tentatives même, de tuer Mouzé Kabila. Parce qu'il faut dire que sa mort, la dernière, c'était la dernière, mais il y a eu plusieurs tentatives. Durant les 2 ans qu'il était aux affaires, il y a eu plusieurs tentatives de l'assassinat. Donc on savait que les milieux étaient infiltrés et qu'il fallait reprendre le contrôle. C'est la lecture qu'on avait, c'était la perception qu'on avait. Et pour reprendre le contrôle, vous avez rejoint le MLC, qui fonctionnait de la même manière, c'est-à-dire les étrangers qui se servent des Congolais comme par avant pour venir à Kinshasa. Loin de là, je crois que vous m'avez très mal compris lors de la précédente émission. Le MLC n'a été rejoint qu'après. Et ça, c'est un devoir des citoyens. Souvent, les Congolais, on les endort, mais il ne faut pas faire de la politique. La politique, c'est les mensonges, la politique, c'est ci. Mais comment allez-vous vous prendre la charge? Comment vous devez connaître ce qui se passe dans votre pays si vous n'êtes pas dans les structures? C'est-à-dire qu'après avoir quitté mes fonctions officielles, je suis sorti du pays, c'est là où j'ai rejoint le MLC, dans l'idée que c'était une affaire aussi des nationaux. Mais quand on a compris que ce n'était pas ça, évidemment, on n'avait pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour changer de position. C'est clair. Alors, en suivant toujours la même émission, vous sembliez dire que les Congolais étaient minables. C'est ainsi que nous en sommes arrivés à cette position. Et je me rappelle que le bishop Mathieu Gagnon, qui était sur le plateau, avait vraiment hoché violemment la tête en disant « les Congolais ne sont pas minables ». Qu'est-ce qui vous avait gêné par rapport à ce que M. Bafo a dit? Personnellement, en tant que pasteur et responsable, il me semble que mon analyse personnelle n'est pas que les Congolais sont minables. Nous avons du travail à faire afin de pouvoir mobiliser les masses populaires, d'être conscient que Dieu nous a légué un héritage qui est aujourd'hui la réserve mondiale de plusieurs choses, que ce soit la forêt, que ce soit les ressources du sous-sol. Nous avons un très beau pays avec des forêts, des savanes, des montagnes, des collines, des rivières. Donc nous avons tout au Congo. Je pense que c'était un problème dans le temps du système politique. Et on ne peut pas dire que le Congolais est un peuple minable, mais par contre, il faut provoquer, pour moi, à mon avis, susciter ce qui est le potentiel qui est caché dans les Congolais, afin qu'ils se rendent compte de sa richesse et de ses capacités. Mais un peuple qui a été victime de l'AFDEL a repris avec la même structure, c'est-à-dire, après l'AFDEL, on a mis au pouvoir quelqu'un qui a grandi dans cette structure. C'est comme s'il n'y avait pas de gens qui sont nés, qui ont grandi à l'intérieur du pays, et qui connaissent les pays, qui connaissent sa sociologie, sa géographie, ses atouts, ses faiblesses,
on a mis quelqu'un qui ne connaissait pas le pays. Vous savez, il y a un livre que j'ai lu ici en Suisse, je me souviens plus de l'auteur, c'est L'ascension de Mobutu. Je ne sais pas si vous êtes au courant c'est qui? Jules Chaumet. Jules Chaumet. Ok. Très bien. Pour moi, la plupart des pouvoirs qui s'installent dans notre pays, jusqu'à aujourd'hui, il y a un même parcours. La manière dont Mobutu, notre ancien président, est arrivé au pouvoir, c'est toujours de la même manière, ce sont les mêmes structures qui ont amené Laurent Désiré Kabila au pouvoir, et il me semble aussi que ce sont les mêmes structures qui ont amené Joseph Kabila au pouvoir. Maintenant, que cela soit arrivé comme cela, c'est parce que jusque-là, je pense que c'est l'un des discours de l'opposition congolaise, en tout cas l'opposition la plus radicale, qui insiste sur le fait que notre pays n'est pas libre. Notre pays est contrôlé, dirigé depuis l'extérieur par des multinationales sous couvert de ce que l'on appelle la communauté internationale, ainsi de suite. Donc, il était tout à fait normal qu'il y ait une personnalité qui était venue de l'extérieur, en plus de cela, qui a déjà fonctionné dans le système. On ne pouvait plus facilement, après la guerre qui a été faite en avance, on ne pouvait plus facilement arriver au pouvoir. D'ailleurs, le Rwanda l'a tenté, n'a pas réussi avec Mosé Kabila. Ayant éliminé Mosé Laurent Désiré Kabila avec les puissances extérieures, il me semble que le même système a fonctionné pour amener Joseph Kabila au pouvoir. Alors, monsieur Jules Kibonge, vous aussi, on vous a suivi dans l'une des émissions. Et vous avez expliqué beaucoup de choses. Comment appréhendez-vous cette structure? Comment les choses ont fonctionné dans le pays depuis l'arrivée de l'AFDEL, l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir jusqu'aujourd'hui? Que les Congolais, il y a comme une espèce, les gens sont tombés dans une espèce de léthargie qu'on ne s'explique pas. Alors là, je pose la question à quelqu'un qui a un œil affûté et qui vit au pays. Cette léthargie, ça s'explique comment? Merci beaucoup, Kevin, messieurs les journalistes. Je dois épouser le point de vue de mes prédécesseurs politiques et de mon collègue pasteur. Je vais parler de 5 choses. Les Congolais doivent commencer à prendre conscience qu'on a fait un mauvais départ. Nos politiciens, malgré les beaux discours de Lumumba, je souhaite que mon pays, en 1958, ait une autre physionomie. Physionomie d'un pays heureux. Voilà le souhait de Lumumba. Mais comment bâtir un pays heureux? Pour Lumumba, pour les politiciens de l'époque, la voie c'était l'indépendance. Or à l'époque déjà, si vous avez lu les mémoires de De Gaulle ou quoi, les Occidentaux eux-mêmes se sont rendus compte que l'indépendance n'est pas quelque chose. Il y a des pays qui sont dépendants, il y a des pays qui sont indépendants. Donc, le projet des sociétés autour de l'indépendance n'était pas un projet d'avenir pour le Congo. Le projet d'avenir était comment construire la notion d'homme. Dans notre pays, nos hommes politiques, je parle, les politiciens qui sont là, ils doivent entendre ce que j'ai dit. Il n'y a pas de la part de nos hommes politiques congolais la volonté de bâtir l'homme congolais. Un mauvais départ depuis 1960. Quand il y a l'indépendance, un franc congolais vaut 2 dollars. L'économie est florissante. Mobutu vient au pouvoir, il fait danser les gens, il fait boire les gens, il refuse la contradiction. Les erreurs politiques sont morbides, seront toujours morbides pour les Congolais. La suite de l'AFDEL, voilà, on a amené des serpents au pays pour avoir le pouvoir. Moi je suis pasteur, je n'ai pas ma langue dans la poche. Pour ma part, comment je vois l'avenir? Tout peuple qui veut sortir de l'enlisement, de l'immobilisme, doit se poser 3 choses, 3 questions. D'où nous venons, où nous sommes, où nous allons. D'où nous venons d'un peuple dominé, brimé, écrasé. Nos enfants, les enfants congolais naissent les mains et les pieds liés. Le peuple congolais est pris en otage par des dirigeants politiques.
Voilà notre histoire. Où nous sommes. Nous sommes dans un virage. Dans 2 ans tout au plus, il y aura des élections au Congo. Ce n'est pas un discours. C'est la parole d'un pasteur qui n'est pas politicien. Joseph Kabila peut donner les caps au Congo. 1. Donner de l'espoir aux plus jeunes Congolais. Faire ce qu'il doit faire dans les 5 chantiers dans les années qui restent. 2. Organiser des élections qui vont aboutir à une alternative. La démocratie, c'est aussi l'alternative. 3. Qu'il soit le premier président qui n'ira pas en exil, mais qui restera dans son pays. Mais ça, il sera le premier président qui va investir un autre président. C'est le discours qu'on a tenu avant les élections de 2011, avec les résultats qu'on connaît. Je pense que les erreurs du passé, je dis bien, on doit se poser la question d'où nous venons, où nous sommes, où nous allons. Et il y a un historien juste à côté qui sait d'où nous venons, Oui. où nous sommes. Oui. Peut-être qu'il ne sait pas bien où nous allons, mais en tant que politicien, il sait où nous allons, et alors où allons-nous? Oui, mais le papa pasteur souligne quelque chose qui est une constante dans l'histoire du Congo, c'est-à-dire les Congolais participent à la mise en dépendance de leur pays. Lumumba a eu un discours visionnaire, clair, rendre les Congolais et le Congo heureux. Mais Lumumba a été éliminé avec la complicité des Congolais. La suite, on la connaît. Moi, j'ai soutenu l'AFDEL. C'est vrai, je savais que c'était une organisation extérieure. Et je n'ai plus participé à une entreprise quelconque qui venant de l'extérieur au moment où j'ai rompu, enfin, où l'AFDEL avait été dissoute. Mais qu'est-ce qu'on constate? Le MLC est venu après. Est-ce qu'il a fallu quelqu'un de super intelligent pour nous faire comprendre que le MLC, c'est aussi une entreprise à l'extérieur? Tout le monde le savait. Mais il y a les Congolais qui ont participé. Mobutu, son ascension, puisqu'on en a parlé, si Mobutu est monté comme ça, il a été aussi soutenu par les Congolais jusqu'à la fin. Nous sommes toujours, nous Congolais, nous participons à la mise en dépendance, dans la destruction de notre pays. Quand il y a eu les concertations, ce qu'on a appelé les concertations nationales, ou les concertations de Kabila, on savait très bien que ces concertations, c'était pour renforcer le pouvoir de Kabila. Après une dizaine d'années de règne, est-ce qu'il faut quelqu'un, un expert à l'extérieur, pour venir nous faire comprendre que nous n'allons pas soutenir ces régimes-là, qui n'ont rien apporté au pays depuis des années, sur aucun critère retenu sur le plan international, le Congo n'est en 10e ou 20e position. C'est toujours dernier, la meilleure place, c'est avant-dernier. Pourquoi soutenir ces régimes-là? Et les concertations, si c'était les concertations pour changer quelque chose, on connaissait la structure. Hein? Tous ceux qui ont été appelés à ces concertations avec des responsabilités, c'était les institutions qui appartenaient à Kabila, en plus. Donc, les Congolais, depuis le début, sont toujours complices de quelque chose. Et aujourd'hui, notre discours, c'est de dire, si on peut parler de perspective, notre discours, c'est que les Congolais se ressaisissent. Si nous disons que, si je participe au discours de dire que nous, Congolais, je le mets dans l'État, nous sommes des minables, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'organiser, à identifier nos faiblesses, à les corriger, à identifier nos potentialités, à les mettre en valeur. Il ne faut pas toujours que quand un Congolais sort quelque part, il propose quelque chose, que la première chose soit d'abord de les diaboliser, de les critiquer, de les descendre. Moi, j'ai souligné l'action de ce qu'on appelle les combattants. Je suis dans la diaspora. Les combattants, voilà, au moins une partie de la population congolaise qui a eu une réaction que je peux considérer comme digne. Ils ont donné un contenu révolutionnaire, nationaliste, à notre action. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, que d'une part, tous ces combattants
se réunissent, qu'il y ait une cohésion, et d'autre part, que les autres, ceux qui se considèrent, puisque dans les combattants, il y a des intellectuels et de haut niveau, et que les autres qui se considèrent comme des intellectuels comprennent qu'il faut faire alliance et créer des synergies avec ces combattants pour qu'on soit une force unie et qu'on puisse revendiquer des choses de manière cohérente. C'est que la communauté internationale, qu'on va accuser encore de ceci et cela, reçoit par l'entremise des Rwandais, nous, Congolais, on peut aussi l'obtenir. Mais pour cela, il faut d'abord qu'on soit unis, qu'on puisse développer notre discours et qu'on puisse avoir des partenaires dans la communauté internationale. Ce n'est pas compliqué. C'est une question de discernement. Quelles sont nos priorités? Nous avons plusieurs actions, nous sommes actifs, etc. Mais comment est-ce qu'on peut hiérarchiser nos priorités de sorte qu'on puisse obtenir ne fût-ce qu'un début de libération de notre pays? Mais en parlant tout à l'heure, j'ai quand même l'impression que vous contredisez ce que M. Augustin Munkamba a dit lors de cette émission précédente, où lui, il justifiait pourquoi il est allé aux concertations nationales. Vous, en vous entendre, c'est comme si il allait se soutenir implicitement le pouvoir. Alors, M. Augustin Munkamba... Je peux me renforcer avant qu'il ne réponde. Je dis qu'aller à ces concertations-là, d'abord, ça reflète un défaut d'analyse. Vous savez, ceux qui ont fait les séminaires pour devenir prêtre, un des critères, c'était le discernement. Si vous n'avez pas suffisamment de discernement, on se demande quel prêtre vous allez être. Alors, comprenez bien le mot discernement. Alors, quand on fait la politique, lorsque on ne discerne pas suffisamment quelles sont nos priorités, quels sont les dangers, quels sont les risques, on peut entretenir une situation de domination de manière éternelle. Donc, tout étranger. Moi, j'ai assisté à une conférence d'une congresswoman américaine, Cynthia McKinney. Mais elle comprend bien la situation du Congo. Elle dit qu'elle fait partie de ceux qui considèrent que le Congo est occupé. Elle considère que le régime qui est en place, mais Kabila, qui est au pouvoir aujourd'hui, il fait partie de l'AFDEL. Pourquoi il serait-il en dehors du RCD, qui est venu après, puisque le RCD a été la reproduction de l'AFDEL? Pourquoi serait-il différent du CNDP, donc de Nkunda Batoire? Pourquoi serait-il différent du M23? Alors, faut-il encore un étranger qui vienne éclairer la lanterne des Congolais pour leur dire, maintenant, mettez-vous plutôt ensemble et cherchez à changer les choses dans votre pays plutôt que d'aller appuyer encore quelqu'un qui est en train de renforcer la mainmise rwandaise sur le Congo. Ça a duré déjà quelques décennies. Si ça continue encore, toutes les institutions seront infiltrées. Tous les Congolais qui avaient encore un petit peu de fierté, qui refusent de collaborer, vont finir aussi par collaborer. Et finalement, ces pays-là nous échapperont définitivement. Puisque moi, j'ai parlé de l'accession du Congo à l'indépendance. J'ai salué la valeur, la vaillance des Congolais de l'époque. Et si les Congolais que nous avons aujourd'hui, que ce soit dans la diaspora, donc je parle en majorité, que ce soit dans la diaspora ou au pays, c'était ces Congolais-là qui étaient dans les années 50-60, d'une part, on n'aurait jamais accédé à l'indépendance, et d'autre part, peut-être que le Congo, on l'aurait déjà perdu ou balkanisé. Voilà. Donc, il y a une réaction à avoir, à se dire, il y a un mal absolu, c'est ces régimes-là, il faut s'en débarrasser, il faut les combattre par tous les moyens. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je crois que je suis d'accord à une partie de la réflexion menée par M. Bafoué, quand il parle de la prise de conscience, quand il parle d'une vision révolutionnaire, quand il parle du fait que les Congolais sont ressaisis. Là, je suis d'accord avec lui. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, je crois que être opposant n'est pas synonyme de tout rejeter. Hein? L'opposant, à quelque part, il joue les garde-fous. Mais que ce soit pouvoir ou opposition, dénominateur commun, c'est votre territoire, c'est votre pays. Et là, il faut que les gens puissent comprendre les enjeux, ce qui s'est passé avec la tenue de ces assises.
je me réserve de les classer de dialogue international ou de les taxer de dialogue inter-congolais ou de concertation. Je parle moi des assises. Nous devons retourner que ces assises sont une recommandation. J'insiste bien, recommandation de la communauté internationale. Avec un objectif, c'était mettre fin au calvaire de nos frères et sœurs à l'Est. Ceux qui à un certain moment donné ne jouaient pas. Et ceux qui sont dans le milieu international, ceux qui passent au niveau diplomatique, sur le plan international, ils savent le langage. Le langage, c'était que, Congolais, vous connaissez la vérité. Et nous autres qui avions certaines informations, qui avons mené certaines analyses, on ne pouvait pas se taire, laisser le peuple ignorant de la situation et laisser le pouvoir actuel qui est à quelque part aussi co-responsable de cette situation manipuler le peuple. Il fallait vite s'élever, pas dans le but comme on le dit, on le fait croire que aller légitimer le pouvoir, ça n'avait rien à voir avec le pouvoir, c'était sauvegarder la vie des êtres humains à l'Est et c'était dénoncer les vrais acteurs de cette situation qui tournent dans des voitures fumées à Kinshasa, qui roulent avec des mallettes derrière leur voiture à Kinshasa, alors que les gens croupissent de l'autre côté. Et il fallait mettre fin à cette situation en disant la vérité au peuple. On a fait des mouvements, nous faisons des manifestations, nous ne sommes pas aux institutions, nous sommes non institutionnels. Personne ne nous prend au sérieux. Mais prendre la parole dans une tribune officielle, dénoncer, et la population et le monde entier auront attendu. Donc l'objectif n'était pas aller légitimer, mais c'était plutôt dénoncer et sauver les vies humaines. Voilà. Et vous qui êtes pasteur, et lui il a même dit que des fois vous l'encadrez aussi sur le plan spirituel. S'il vient vous demander conseil, s'il était venu vous demander conseil, avant d'avoir des velléités d'aller à Kinshasa, quel lui auriez-vous répondu? Ou si on vous avait invité, vous, pour aller aux concertations nationales, y seriez-vous parti ou pas? Je pense que, d'abord, je vais souligner qu'Augustin n'est pas lui-même parti à Kinshasa, il me semble, à ce qu'il aurait dit dans une autre que je parle de velléités. Voilà, très bien. Et deuxième chose, je voudrais souligner l'élément du discernement. Il faudrait à chaque circonstance qu'on ait un véritable discernement des enjeux et de ce qui est en train de se passer. Parce que ces dialogues ou bien ces concertations peuvent utiliser toutes sortes de termes qui étaient recommandés par la communauté internationale. Je vais ajouter que non seulement afin de pouvoir gérer la question de l'Est, mais parce qu'au Congo, les élections ont été frauduleuses, et qu'il fallait une cohésion nationale. C'est ça, à mon avis, ce qui était comme l'objectif principal. Et vous avez vu que tout l'ensemble de la diaspora combattante, comme Augustin Mukamba l'a dit tout à l'heure, que lui, il voudrait aller dénoncer, qui avait cette intention d'aller dénoncer, la plupart n'ont pas été permis ou acceptés comme membres dans ces concertations. À mon avis, c'est une question sur laquelle je n'ai pas eu beaucoup de réflexion. Il me semble quand même que ces concertations, la manière dont ça s'est tenu, et ce que nous sommes en train de voir, finalement, avant les concertations, pourra être après les concertations. Et le pasteur Jules Kibonge qui était sur place au pays, lui, si on lui avait proposé d'y participer, quelle aurait été son attitude? Merci beaucoup pour la question. Je dois le dire parce que je l'ai dit à Kinshasa quand les concertations sont organisées. Si vous permettez, j'étais sur Tropicana TV, Numérica. J'ai dit deux choses, que je ne croyais pas aux concertations, que c'était une simple distraction. Et donc je disais que les concertations étaient une sorte d'enfumage. Pendant qu'on organisait les concertations, les fonctionnaires sont restés impayés. Et il y a eu un camouflage même au sein des concertations. Les listes des étudiants qui sont venus de Lubumbashi, des régions, en fait, il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas. Est-ce que les concertations étaient nécessaires au stade actuel? Moi, ça c'est mon opinion, moi je peux me tromper, j'ai trouvé que c'était une simple distraction. C'est comme si le pouvoir de Kinshasa était soufflé, il voulait prendre un peu d'air. J'en reviens,
nos deux politiciens ne vont pas m'en tenir rigueur. Le grand travail que les hommes politiques doivent faire aujourd'hui, c'est de ne pas faire croire qu'ils ont toutes les solutions. C'est au moins d'aider tous les Congolais, nous aussi les pasteurs, que chaque Congolais sache que l'histoire du Congo les concerne. Le combat du Congo les concerne. Qu'on puisse communiquer aux jeunes Congolais un patriotisme noble, que la politique ne se fait pas au Parlement seulement, que la politique se fait là où les gens travaillent. Je suis content que M. Augustin est syndicaliste, il connaît que c'est qu'une lutte sociale. Il n'y a jamais de lutte sociale sans de lutte politique. Alors, aujourd'hui, à Kinshasa, les hommes politiques vont faire croire qu'ils sont providentiels, qu'ils ont des solutions. Moi, en tant que pasteur, je sais que les politiques n'ont jamais de solutions. Si vous n'avez pas une opinion informée, une opinion qui prend conscience de ses droits, les politiques ne peuvent rien faire. Le grand travail qu'ils doivent faire dans leurs états-majors, c'est maintenant de cultiver un patriotisme noble. Comme le dit Albert Camus, un homme révolté, c'est un homme qui a conscience de ses droits. Tant que les Congolais ne prendront pas compte des droits qu'ils ont, les Congolais resteront toujours des étrangers, des esclaves sur leur propre sol. Les politiciens qui sont aujourd'hui en train de lutter, ce sont les tyrans de demain. Vous savez, le système au Congo, je ne le dis pas pour notre frère Augustin ou quoi, mais tous ceux qui sont au gouvernement, nous avons entendu des discours quand ils n'étaient pas au pouvoir, mais quand ils sont entrés au pouvoir, ils n'ont fait que pérenniser le système. Quel est le système? J'entre, je me sers. Quel est le système? J'entre, je prends. Maintenant, nous sommes à la croisée des chemins. Moi, je dis tout simplement qu'il y a quelque chose qui est en train de germer au Congo-Kinshasa. Est-ce que Joseph Kabila saura-t-il consolider cela par l'alternative ou il va tout casser? L'avenir nous en dira. Vous semblez lui donner un peu de crédit, ce qui n'est pas généralement le cas de ceux de la diaspora. Je ne lui donne pas du crédit. Quelle réaction vous avez par rapport à un peu de crédit qu'il... Je ne lui donne pas le crédit. En tant que pasteur, on a parlé tout de suite du discernement. Il faut vraiment être méchant pour dire que les dernières années ici, rien ne s'est fait. Non. Il y a quelque chose qui a été fait et qui s'est fait, mais qui n'est pas suffisant. Le piège pour Joseph Kabila, c'est de dire je suis un homme providentiel, je continue. Ça, c'est un grand piège. L'honnêteté, c'est de dire, voilà, j'ai fait un pas, que les autres viennent faire 2 pas, 3 pas. C'est comme ça que ces pays que nous appelons pays civilisés, pays européens, pays modernes, ils ont commencé comme ça. Ils ont aussi eu leur lutte, leur histoire, leur souffrance, mais ils ont pris conscience que maintenant, moi c'est fini, je me retire, l'autre vient, il continue. Cette culture politique au Congo, nous ne l'avons pas encore. Et les deux politiques qui sont là, il faut leur poser la question, s'ils accédaient au pouvoir dans leur parti politique, sauront-ils faire l'alternance? Est-ce que d'abord il y a alternance dans leur plateforme? On vous pose la question. Oui, mais, ça me permet de rebondir assez rapidement, puisque on parle ici de pouvoir-opposition. Il faut appeler les choses par leur nom, qui soient propres. Il n'y a pas d'opposition comme telle. Nous avons un pays occupé. Celui qui a une conscience congolaise, il devrait se dire, notre priorité est de libérer le Congo. Si on a une conscience congolaise, si on a une capacité d'analyse, si on a une capacité de discernement, de comprendre ce qui se passe au Congo, tous les étrangers, beaucoup d'étrangers le disent. Mais comment expliquer que c'est chez nous où on trouve encore des gens qui ne comprennent pas que le Congo est occupé? Le Congo est infiltré. Nous avons parlé des militaires abattus. On continue à les assassiner. Vous connaissez un général qui a bravé l'armée d'occupation et qui est resté en vie ou qui est resté à son poste? La question que moi j'attends, l'analyse est correcte. Le Congo est occupé. Vous, en tant que politique, comment sortir de cette situation? Voilà. Moi, je comprends le discours habillé d'un pasteur qui n'a pas besoin d'aller dans le radicalisme comme moi
Mais moi, je suis obligé de montrer, puisqu'il a parlé de révolter, je suis obligé de mettre mes tripes dans ce que j'ai dit pour que cela puisse secouer tous les Congolais. Hein? Quand on a eu les élections en 2006, on a accepté, même si, de mon point de vue, ces élections-là, les gagnants officiels n'est pas les gagnants réels. Mais qu'est-ce qui a été? Le parti de Jean-Pierre Bemba a envoyé une bonne majorité de gens au Parlement. Et à la fin de la législature, ce parlementaire était devenu minoritaire. Quand il y a eu des élections en 2011, c'est là pour peut-être quelques rares fois, Tshisekedi a, même si je l'ai condamné dans ses stratégies avant les élections, mais après les élections, l'option de dire il ne faut pas aller au Parlement, moi je partage, j'ai partagé. Pourquoi un régime qui chaque fois qu'il prend les Congolais dans son système, il les utilise, il les exploite, c'est comme, voilà une image, comment on fait les jus de fruits, on presse et puis on les jette. Et puisqu'il faut parler de l'histoire, vous voyez tout ce que les gens qui ont été intégrés au système, des Kakoudji, de Mwenzen Komono, après les autres, les généraux, etc. Comment ce pouvoir évolue? Certains sont éliminés physiquement, d'autres sont rendus non crédibles vis-à-vis de l'opinion, ils sont rejetés, etc. Et c'est comme ça. Ce sont des collabos qui participent et puis qui sont éliminés. Pourquoi continuer? Alors, l'autre discours de Papa Augustin, qui est mon voisin de droite, de dire bon, il faut multiplier les stratégies, pardon, il faut aller, on doit combattre le pouvoir de l'intérieur. Non, on ne le combat pas de l'intérieur, on le renforce. Puisque c'est que vous partez là, vous n'êtes plus crédible. Vous partez là-bas, vous travaillez, vous êtes ministre. Quand vous revenez, vous n'êtes plus crédible pour nous, puisque si on vous rejette, et vis-à-vis du pouvoir, vous ne l'intéressez plus. Mais je peux toutefois vous contredire directement, M. Bafoua. Je vais juste terminer, puisque je risque de l'oublier. L'autre stratégie qui est celle de diluer les forces des Congolais. On multiplie des analyses. Est-ce qu'il faut aller participer au pouvoir et les combattre de près, ou il faut... Et puis, ça c'est tel parti, ça c'est tel autre parti. C'est pour ça que je condamne. Pour moi, il n'y a pas d'opposition. Donc, je vais vous laisser la parole à ce niveau-là. Pour moi, il n'y a pas question de dire qu'aujourd'hui, il y a un pouvoir et il y a une opposition. Tout celui qui se reconnaît congolais et qui est patriote doit se sentir dans la révolution. Révolution contre un pouvoir d'occupation. Et cela, c'est l'histoire qui nous le dit. Quand la Belgique était occupée, il n'y avait pas opposition et majorité. Quand la France était occupée, il n'y avait pas opposition et majorité. Les seuls qui ont compris ça, ce sont les jeunes combattants, qu'on appelle combattants, et qui ont une attitude conséquente. Alors, rejoignons ces combattants. Développons un seul discours. Dégage. Moi, je pense, je suis d'accord avec vous, mais je pense que ce que nous devons faire, ce qu'on appelle la diversité dans l'unité. Autrement dit, l'union fait la force. Déjà, quand on dit aller combattre le pouvoir de l'intérieur, ce n'est pas nécessairement aller collaborer avec le pouvoir. Ça, non. Il y a plusieurs actions que nous devons mener. Et pour aller droit sur la question qui nous a été posée comme politique, parce que je vais vous répondre que nous, troisième force, et moi, Augustin, nous sommes en action. Nous avons choisi ce qui doit être notre apport dans cette lutte. On a compris que cette lutte, c'est à peu près comme, comment est-ce qu'on appelle ça, pasteur, l'exode, la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte pour la terre promise. Avec la mobilisation qu'il y a de nos jeunes combattants, l'énergie qu'ils mettent, honnêtement, cette lutte ne pouvait pas durer 2 jours. Mais pourquoi est-ce que cette lutte a duré 2 jours? Nous avons pris notre temps aussi d'analyser les choses. Et à cela, il y a une réponse concrète, réelle, qui est déjà en marche. Augustin et la troisième force, le ban à cité, nous avons décidé d'enseigner, d'encadrer. Vous allez dans nos pages, vous allez voir, nous avons expliqué la Constitution, parce que pour combattre quelque chose, il faut bien la connaître. On a fait la Constitution en lingala, nos propres frais, nos propres moyens.
nous avons enseigné, nous avons compris que les Congolais ont du mal, pas tous les Congolais, ceux qui connaissent gardent leur connaissance, mais ils ont du mal à pouvoir défendre leur cause, c'est-à-dire l'expression, comment communiquer. Nous avons enseigné, c'est gratuit dans notre page, vous verrez ça dans notre page Facebook ou dans notre page de blog, vous verrez ça. Nous avons enseigné comment présenter un projet, comment concevoir un projet. On l'a fait. Nous avons enseigné sur l'éthique politique. Vous allez dans notre page, il y en a. Donc, nous avons compris qu'il faut enseigner. Donc, au lieu de nous diviser entre nous, mais par contre, nous avons choisi d'amener notre part. On s'est dit que dans cette lutte, nous amenons la connaissance. Ce que nous connaissons dans notre domaine, voilà, nous la mettons sur table. Ce que nous attendons des autres, ceux qui ont des moyens, qu'ils mettent des moyens. Ceux qui ont des personnalités, qu'ils mettent leurs personnalités. Ceux qui ont des cartes de visite, qu'ils mettent les relations à jeu. Ce n'est que dans ce sens-là qu'on va raccourcir le combat et que nous sortirons victorieux. Alors, oui, pasteur Jules Kiboum. Vous permettez que je puisse réagir rapidement. Tout d'abord, à M. Bafoua, je pense qu'il faut changer la révolution. Je vous recommande un livre de théologien Jacques Ellul, Changer la révolution. Vous avez vanté l'un des mérites de Etienne Tshisekedi, de ne pas participer aux concertations. Mais vous devez avouer, je ne suis pas contre Etienne Tshisekedi, vous devez avouer que la situation qui nous amène là où nous sommes, c'est aussi la politique de la chaise vide. La chaise vide, ça ne paye pas en politique. Tous ceux qui sont devenus des présidents, qui ont apporté l'alternance, sont des gens qui ont essayé de marcher, escalader les marches de la politique. Plusieurs fois, on a proposé à Etienne Tshisekedi le poste de Premier ministre, qu'il a laissé. Vous savez que Jacques Chirac, pour devenir président, il était Premier ministre. Vous avez l'exemple partout ailleurs dans le monde. Donc, Tshisekedi a ses points forts, il a aussi ses faiblesses, ses fragilités. Si moi je veux souligner quelque chose, vous ne pouvez pas dire, M. Bafoua, que tout le monde s'engage dans la révolution, il n'y a pas d'opposition. Vous ne pouvez pas dire qu'en France n'a jamais eu d'opposition. Si, il y a des gens qui étaient pour le royaume, le roi. Il y a des gens qui étaient contre le roi. Il y a des gens qui étaient pour la monarchie. Il y a des gens qui étaient pour la République. C'est pourquoi il y a eu changement. La révolution de 1789, c'est parce qu'on voulait mettre fin au système de privilèges pour qu'on puisse avoir une république de droit. Donc, même dans la révolution, d'ailleurs, peu de gens croient encore à la révolution. La révolte existe, mais la révolution cesse de souffler. Moi, je pense. À vous deux politiques, je vous interpelle que les combats que vous menez ici, c'est un combat à distance. Quel est l'effet de ces combats dans les universités congolaises, là où il y a la pépinière intellectuelle? Aujourd'hui, nous sommes en train de penser à Nelson Mandela, mais c'est un jeune universitaire qui est sorti, qui a donné le ton, qui a mis en branle tout un état d'esprit. 27 ans, avons-nous aux Congolais des politiques qui peuvent dire non, tant que la machine ne tournera pas, je ne le ferai pas. Pasteur, je vais vous répondre tout de suite là. Je vous répondrai tout de suite. Nous menons un combat à distance, mais qui a des ramifications à l'intérieur. Mais je ne le vois pas. Moi, je suis à Kinshasa. Non, je ne vois pas. Peut-être c'est vous. Mais je vous informe parce que les informations, les dossiers que nous traitons ici, ce sont des éléments que nous prenons du terrain. Et des fois, ce qui fait même peur au pouvoir de savoir comment est-ce que nous avons les informations de ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le monde a évolué, pasteur. Aujourd'hui, c'est la technologie. Les Congolais aussi ont appris à utiliser la technologie, bien que on est encore loin, on l'utilise encore pas trop bien, mais il y a de ceux-là qui ont compris que le message passe. Et on n'est pas obligé de tout dévoiler ici, mais au moins sur la grande place du net, c'est vrai que ce n'est pas tous les Congolais. Monsieur Guistin, vous permettez que moi, je ne conteste pas vos stratégies. Oui. J'ai besoin que vous puissiez nous dire clairement, avez-vous une pépite d'élite? Bien sûr. Des jeunes à l'université de Kinshasa, dans les universités. Il n'y a pas que l'université de Kinshasa, je peux vous J'ai dit, les universités congolaises. Si je vous pose cette question-là, moi je suis pasteur, je vous ai dit, je ne suis pas politique. Mais je pense que la politique fonctionne sur deux plans. Sur le plan des idées et sur le plan des actions. Il n'y a jamais eu de politique seulement avec les idées. Il y a des politiques avec des actions concrètes. Non pas des actions qui viennent pour détruire, je dis bien.
Moi, je suis lecteur de Gandhi sur la non-violence. J'ai dit tout simplement que le temps est venu que ces combats de l'extérieur puissent avoir des échos au sein des élites de demain. Pour que les étudiants qui sont là, des étudiants que nous prêchons, pour qu'ils sachent que vivre bien le bonheur, ce n'est pas un gâteau sur le plateau. Le bonheur, c'est un combat. Pasteur, je peux vous Partout où il y a eu des changements, vous permettez, partout où il y a eu des grandes mutations, c'est tout un peuple qui s'est serré le coude, qui s'est levé. Et qui a dit, stop, ça suffit, vous êtes ça doit informé, changer. vous suivez le travail que nous faisons, vous avez notre discours, vous êtes leader d'opinion. Quelle est votre part de contribution? J'ai des prédications, vous pouvez écouter, j'ai des prédications, plusieurs prédications, j'ai dénoncé la corruption, j'ai un livre que j'ai publié, j'ai dénoncé ça. Pourquoi je vous dis cela? Moi, en tant qu'église, je dois me mettre au cœur au centre du village. Mais quand j'évalue, il y a des enjeux des sociétés. Comment on peut laisser faire passer les concertations nationales dans un contexte où les enseignants ne sont pas payés? Là, quand j'évalue votre action sur le terrain, permettez-moi de vous dire quel est le contexte là. Votre collègue, le bishop, lui semblait être d'accord pour la lutte à distance. Que répondez-vous à votre collègue? Je voudrais d'abord moi-même dire une chose pour que le débat ne soit pas concentré entre Augustin et mon collègue et ami. Je pense que pour la plupart des choses, nous disons la même chose. Oui. Les regards sont différents. Par exemple, lorsque M. Bafoua a parlé des minables, d'une certaine manière, si nous regardons notre lutte jusqu'à aujourd'hui, à nous Congolais, nous pouvons dire que nous ne sommes pas encore arrivés au résultat. Nous, en tant que pasteurs, quand nous regardons dans le verre, nous réjouissons déjà qu'il y a eu un élan de patriotisme depuis quelques années dans la diaspora, et même au Congo. Les combattants, il n'y en a pas que dans la diaspora. Il y en a aussi au Congo, et c'est très important. Maintenant, je voudrais rebondir en disant que la question du pasteur Kibonge, elle ne se résume pas qu'aux politiciens qui sont à notre droite, mais elle interpelle tous les politiciens congolais, qui pour la plupart des temps, je prendrai l'exemple de notre frère Edi Angolo qui est mort. J'étais avec lui un jour avant son départ à Kinshasa. Je ne le connaissais pas assez bien, mais un de ses amis qui habite Lausanne était un de nos fidèles. Par concours de circonstances, nous nous sommes rencontrés à Genève dans un café. Il me l'a présenté, il a dit, bon voilà, c'était lui à ce moment-là qui était rapporteur de l'AFDEL en Suisse. En tout cas, il s'est présenté comme tel. Et je lui ai dit une chose. Je dis, je suis content que quelqu'un qui vient de la Suisse, qui a écrit un livre comme vous, que j'ai lu sur les enfants de Mobutu et de Papa Wemba, parte maintenant au pays. Mais je voudrais vous dire que lorsque vous arriverez sur terrain dans le pays, la réponse que nous voulons avoir sur ce que vous avez écrit, c'est pas pendant que vous écrivez ou bien pendant que vous faisiez des discours de propagande, mais lorsque vous serez sur terrain. Mais j'aimerais que l'on comprenne que l'interpellation, elle est générale. La plupart du temps, les politiciens, ils nous donnent des idées, ils nous donnent des projets de société. Ce n'est pas les projets de société qui ont manqué au pays. Mais nous voulons interpeller tous les politiciens d'une manière générale, au travers de ceux qui sont à notre côté, qu'ils sachent que si jamais un jour ils sont sur terrain, nous aurons, notre peuple a un regard sur ceux qui sont au pouvoir maintenant, aura un regard, si jamais il y a changement, sur ceux qui seront au pouvoir. Alors, oui. Vous permettez que je réagisse? Oui, bien sûr. Papa Pasteur Kibonge dit une chose et son contraire. Quand nous disons qu'il n'y a pas d'opposition au pays et qu'il n'y a pas majorité au pays, puisqu'en réalité, la majorité, ce n'est pas celle qui est au pouvoir. Il suffit de vérifier l'opinion générale au pays. La majorité, si ça a reflété que l'opinion du Congolais, dans sa majorité, la majorité est à l'extérieur du pouvoir. Mais en même temps, vous dites que le peuple congolais doit se soulever comme un seul homme. Mais c'est dans des situations comme celle du Congo aujourd'hui, à moins que vous ayez une autre analyse. Mais si vous analysez que le Congo est sous occupation, donc il n'y a pas majorité opposition. Nous avons un régime d'occupation et celui qui se reconnaît
congolais et qui pense que le Congo doit se réapproprier son destin, il doit se soulever avec les autres Congolais pour la libération. Il n'y a pas de contradiction. Alors, mais c'est ça ce discours. Si vous dites que la majorité est au pouvoir, mais ceux qui sont au pouvoir, on l'appelle majorité. Non, non. Oui, ceux qui sont au pouvoir, on l'appelle majorité. Peut-être. Parce que ce sont eux qui vont voter les lois, ce sont ceux qui vont apporter le projet, et donc la minorité, c'est l'opposition. Non, on ne va pas faire un débat. En tout cas, dans la configuration, je ne vais pas vous couper la parole, mais je ne peux pas laisser passer ça. Quand vous parlez de majorité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont conquis le pouvoir, qui veulent l'organiser. Ils doivent faire que les lois aillent dans le sens de les produire. Ces gens, on les appelle majorité. L'autre partie, on l'appelle minorité. L'opposition. Sauf que dans la science constitutionnelle, la majorité, c'est le parti qui a gagné les élections libres, démocratiques et transparentes. Et l'opposition, c'est la partie qui a gagné. Quelle que soit la manière, quand ils ont accédé au pouvoir, vous pouvez les contester. Vous voyez, les cas d'espèce, le cas de figure, c'est la France. François Hollande est au bas des sondages, le premier est au bas des sondages, mais les lois passent au gouvernement. Parce qu'ils ont le Parlement. Ils ont le Sénat. Un Parlement qui est légitime parce que les élections étaient libres, démocratiques et transparentes. Nous ne voulons pas faire un débat passionnel. Moi, je vais tout simplement dire... Vous m'avez coupé la parole. Vous avez parlé, vous avez dit beaucoup de choses qui sont en contradictoire avec même la sémantique constitutionnelle juridique elle-même. Quand vous comparez la situation du Congo à la situation de la France, mais vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Pourquoi? Parce que ce sont deux républiques. Non, c'est pas ce sont deux républiques, chaque république avec une constitution. Dans ce cas-là, Monsieur Bafoua, permettez-moi. Si c'est comme ça, je mettais. Non, mais c'est un échange. Monsieur Bafoua. Mais laissez-moi vous expliquer. Quand vous dites que le pays est sous occupation, il sortira comment? Quand vous dites, ça c'est les boucs émissaires. Vous pleurez, nous sommes sous occupation. Vous allez sortir comment? Et donc le travail de vos politiciens, c'est d'amener ces peuples qui sont sous occupation. Je vous ai posé la question. J'ai fait un peu de maïtique, j'ai dit, écoutez, Socrate nous a dit, qui pose la question à une partie de... Moi j'ai dit tout simplement, si nous continuons avec ces discours de bouc émissaire, nous sommes occupés, le Rwandais, nous n'en sortirons pas. Mais si nous disons, écoutez, et nous qui sommes ici, à l'étranger, vous qui êtes là, vous faites le lobbying, vous allez vers les institutions internationales, vous apportez les discours du Congo, vous vendez le Congo, vous montrez ce qui se passe. Et ceux qui sont sur le terrain, ils travaillent sur le terrain pour mettre en branle un état d'esprit pour que les Congolais se lèvent. Non pas pour casser, mais pour dire ça suffit, ça doit changer. Je glisse un mot avant que mon frère Bafoua puisse donner son avis. Vous savez, on est africain. Et on l'a toujours dit, c'est pas avec un seul doigt qu'on lave le visage. Je ne dis pas le contraire. Non, là, on a l'impression que, oui, nous politiques, nous assumons notre part. Mais tout ce que nous demandons aussi, que cela soit l'affaire de tous. Nous, on donne une vision, mais pour que cette vision puisse trouver corps, ça doit avoir une adhésion. Il est d'accord, M. Bafoua, M. Augustin, que le 16 février 1992, c'est l'action de l'Église. Vous voulez que je vous dise, j'étais sur cette marche, main dans la main avec Moutinga, qui à l'époque... Donc l'Église vous a donné une leçon. L'Église vous a montré pour dire, vous les laïcs... rouge. Main dans la main, quand on a commencé à tirer, on était à l'entrée Kaouka, main dans la main. L'Église vous a montré le chemin quand même. Qu'est-ce que vous en avez fait? La vie continue. Alors là, pour clôturer l'émission... Je voudrais dire une chose avant de continuer. Je pense que nous risquons de sortir du vrai débat en nous rejetant les torts les uns les autres. Et la situation du Congo aujourd'hui est préoccupante. C'est notre pays. Nous sommes tous issus de ce pays-là. Nous sommes en train de grandir. Nous sommes nés, pour certains, au sein du système corrompu, dictatorial, tyrannique et dangereux. Certains
se sont échappés, les autres sont encore au Congo. Il y a cette lutte-là. Il est important, je pense, que chacun prenne sa part de responsabilité. Quand nous interpellons les uns les autres, qu'on sache que l'objectif, c'est que le Congo soit libre. Congo soit libre, ce n'est pas par rapport à des individus. C'est que nous soyons capables, nous, en tant que Congolais, de construire, de bâtir notre nation avec tout ce que Dieu a mis entre nos mains, que ce soit sur le plan des idées, que ce soit sur le plan de la force physique et ou sur le plan des richesses que Dieu nous a dotés au pays. Allez, pour clôturer l'émission, vous réagissez et puis... Pour être concis, j'ai réagi en 2 temps. Le premier temps, c'est de dire, en ce qui concerne la collaboration entre la diaspora et les Congolais qui sont sur le terrain. Je vous donne un exemple. J'ai oublié l'année, je crois, ouais, je ne peux pas vous dire avec exactitude dans quelle année, les élections qui ont eu lieu en 2006, c'était 2006, hein, nous avons été le premier à proposer cette idée. Et ça, vous allez le trouver. Pourquoi? Puisque ça a été officiel. La FCE, la Fédération des Congolais de l'étranger, a organisé un débat au Parlement. Et l'abbé, que je cite, l'abbé Panou, a fait ses discours. Et dans ses discours, il a dit, si l'Irak, qui vient sortir de la guerre, et la guerre n'est même pas finie, on y organise des élections, pourquoi ne pas organiser des élections au Congo? C'était comme ça que le discours a été présenté. Et c'était Kamitato, le fils, Olivier, qui était président du Parlement, avec qui on avait organisé ça. Donc, la Fédération des Congolais de l'étranger, donc la diaspora, a continué à travailler et avait obtenu de quitter, d'abandonner ses activités ici pour aller faire ce discours au Parlement. C'est comme ça que le processus des élections a été aussi déclenché. Ça, c'est une chose. Maintenant, je reviens sur... la comparaison entre la France et le Congo. Moi, je pense que ce ne sont pas des choses qu'il faut comparer. Hollande a été élu. En ce moment-là où il a été élu, il était majoritaire. Après, dans sa gestion de pouvoir, s'il perd dans l'opinion publique, ça n'enlève en rien, mais il a un mandat de 5 ans. D'ailleurs, même au Parlement français, ils en ont discuté, ils ont dit, mais vous voulez faire partie le président? Non, il a un mandat. Nous avons là un fonctionnement normal, démocratique des institutions, un fonctionnement républicain des institutions démocratiques, etc. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Nous disons au Congo, à partir du moment où les institutions ne fonctionnent pas de manière normale, nous disons, levons-nous, comme vous l'avez dit, comme un seul homme, et faites passer ce discours-là pour dire, changeons les choses. Et là, il n'y a pas besoin de parler d'opposition et de majorité. Alors, pour clôturer l'émission, en une phrase chacun, comment voyez-vous l'avenir proche du Congo? À ce qui me concerne, je crois que je dois être optimiste, comme l'a dit Jean Jaurès. Il ne faut pas avoir de remords sur le passé, il ne faut pas regretter le présent, il faut avoir plutôt une foi inébranlable pour l'avenir. Je reste optimiste. Et je fais ce signe ici, à tous ceux qui sont sur le plateau, que main dans la main, nous réussirons. Voilà. Et M. Jules Kibongé, en une phrase? Je pense que nous avons passé le temps. Je peux dire nous avons fait une analyse, on a diagnostiqué des choses. Moi, je parle comme pasteur. Comme Jésus qui s'était né devant la tombe de Lazare, Lazare putréfié, qui sentait mauvais. Jésus a dit à Lazare, Lazare, sors. Pour que le Congo marche, nous devons sortir de notre égoïsme. Que ceux qui sont au pouvoir sortent de leur égoïsme, en commençant par le chef d'État, dont j'ai dit, sortir de l'égoïsme, c'est faire l'alternance. Aux hommes politiques, c'est de forger une élite de demain. Nos partis politiques, nos mouvements de conscientisation ne travaillent pas assez pour façonner un état d'esprit et veiller pour savoir que nous sommes citoyens de la terre avant d'être citoyens du ciel. Bishop Mathieu Gagnan. Moi, je voudrais dire qu'il y a de l'espérance pour le Congo. Je différencie l'espérance de l'espoir, parce que l'espoir, c'est lorsqu'il y a encore des choses qui sont possibles en tant qu'humains que nous sommes vivants.
Mais l'espérance, c'est-à-dire que malgré la situation catastrophique du Congo, nous avons de l'énergie en tant que Congolais pour lutter politiquement, lutter spirituellement, lutter aussi avec toutes sortes de forces pour former la jeunesse et le peuple congolais à se libérer complètement du joug de l'ennemi que nous sommes en train de voir concrètement sur la population. Et M. Bafoua, qui venait de fêter il n'y a pas longtemps ses 60 ans. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça et à tout seigneur, tout honneur, donc c'est à vous de clôturer cette émission. C'est très gentil à vous, oui. À 60 ans, c'est au moment où on sent le regret de dire est-ce que je vais quitter ce pays et je vais quitter ce monde et laisser mon pays dans cet état-là. C'est quelque chose qui me préoccupe. J'ai le regret de considérer que le Congo a trop souffert. Depuis l'indépendance, depuis avant l'indépendance et pendant la colonisation. Et je regrette surtout les millions de morts qui continuent sur 2 décennies jusqu'à aujourd'hui. Je regrette moi le passé. Mais avec un regard tourné résolument vers l'avenir, je me dis, nous devons affiner des stratégies là où nous sommes et ce que nous pouvons faire pour changer les choses. Et c'est dans cet esprit que je suis un militant, comme je vous ai dit, pour la tenue des États généraux de toute la diaspora. Je suis mobilisé pour que la Convention des Congolais de Suisse, qui est une étape vers ces États généraux de la diaspora, se tienne au printemps prochain. J'aimerais que vous soyez là pour couvrir encore cet événement. Pourquoi? Ces États généraux de la diaspora sera l'occasion de voir les analyses des uns et des autres. Il n'y a personne qui a le monopole de la compréhension de la situation. Mais de cette analyse, on fera l'inventaire, comme on a essayé de le faire, et de l'inventaire non seulement de nos potentialités, mais aussi de nos faiblesses. Et puis de cette analyse sortira ce que nous allons proposer comme sortie de la crise congolaise, en considérant qu'il n'y a personne qui a le monopole de la pensée, mais comme l'expression le dit, c'est au choc des idées que jaillit la lumière. Et du choc de ces idées a peut-être jailli la lumière, sinon je vous demanderai de continuer à débattre entre vous. Merci de nous avoir suivis.